Gilles Legendre, président du groupe des députés En Marche, est l'invité d'Audition Publique. Bonsoir Gilles Legendre. Bonsoir Michel Grossior. Et merci d'être avec nous, donc présent à ce rendez-vous de Public Sénat, de la chaîne parlementaire Assemblée nationale, de l'AFP et du Figaro. D'ailleurs, les internautes qui nous suivent sur le site du journal peuvent réagir via le chat du Figaro et poser leurs questions. Et bien sûr, je me ferai le relais de vos interrogations. Avec moi, Yves Tréhard et Yann-Pascal Reboul. Bonsoir. Tout à l'heure, Brigitte Boucher et Oriane Mancini. Et dans un instant, les parlementaires David Habib, député socialiste, et Alain Joyandet, sénateur LR, seront également avec nous pour vous interpeller sur un certain nombre de sujets. Gilles Legendre, vous avez été reçu ce matin par Emmanuel Macron dans le cadre des rencontres du chef de l'État avec les présidents des groupes parlementaires. Alors vous êtes le président du groupe majoritaire à l'Assemblée. Vous avez donc la possibilité peut-être de demander, d'exiger, de contester certains aspects de la politique. Comment s'est déroulé cet entretien? Quelle a été la teneur? D'abord, forcément très cordial. Vous pouvez vous en douter. Il y a un élément de compagnonnage quand on rencontre le président de la République, un compagnonnage respectueux, mais un compagnonnage réel. Nous avons tous, et le président de la République en tête, conscience que nous vivons un moment clé dans notre vie démocratique. Et un moment clé du quinquennat. Du quinquennat, mais plus largement de notre vie démocratique. Le grand débat national doit déboucher sur un certain nombre de propositions qui vont permettre au pays d'accélérer sa transformation, mais aussi de faire évoluer ses pratiques démocratiques et de pouvoir. Comment on en sort de ce débat? Est-ce qu'on en sort? Alors il y a un mot qui revient régulièrement, référendum. Est-ce qu'on en sort par un référendum? Vous n'avez pas l'air très chaud pour ça, vous. Alors, ce que j'ai dit ce matin, c'est que ça n'était pas le sujet du moment. Non, en revanche, c'est notre question. Vous non, esquivez. je vais vous répondre. Vous faites du football, là. Non, pas du tout. Je suis très mauvais au football, alors donc je serai très mauvais à l'esquive aussi. Alors, est-ce une façon de sortir de la crise? J'ai dit au mois de décembre, j'ai même écrit au président de la République que très probablement, il faudrait que le grand débat national se termine par une initiative politique forte et que le référendum était probablement une initiative politique forte pas celle qui est à votre possible. faveur. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'aujourd'hui, présentement, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de savoir jusqu'où nous poussons l'ambition dans la transformation de nos pratiques démocratiques. Mais c'est quoi? Et ça, ça veut dire quoi? En langage des Gilets jaunes, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire comment nous associons de façon beaucoup plus étroite les Français à la manière dont ils sont gouvernés. Ce qu'on appelle en jargon la démocratie participative ou la démocratie directe. Oui. Les deux ne se confondons pas d'ailleurs, Oui. car la démocratie directe, tout le monde en parle, notamment à l'occasion du référendum d'initiative citoyenne ou du référendum d'initiative partagée, auquel je suis également favorable. Mais c'est aussi la démocratie sociale, ce sont les syndicats, ce sont les associations. On ne peut pas faire de démocratie participative si on ne change pas notre Constitution. Il faut changer la Constitution préalablement pour ça, alors. Yves Tréhard, la démocratie participative, ça n'est pas que la Constitution. Ça l'est, par exemple, si on modifie les règles du référendum d'initiative partagée, j'y suis favorable. Et sur le RIC J'y suis moins favorable. Favorable. Ça l'est aussi pour la Constitution quand on va faire évoluer le Conseil économique, social et environnemental. Mais il y a beaucoup de choses qui ont trait à notre vie démocratique et qui ne passent pas par la Constitution. Je prends l'exemple. Je prends l'exemple. Nous avons une force dans notre pays, ce sont nos associations. Oui. Les associations qui luttent contre la pauvreté, qui luttent pour le handicap, qui luttent sur les questions migratoires. Ces associations, elles jouent un rôle fondamental dans notre pays. Comment on les associe de plus près au fonctionnement démocratique? Pareil sur les syndicats, on pourrait y revenir. Surtout que vous les avez négligés. Non, nous ne les avons pas négligés. Laurent Berger est le premier à se plaindre du mépris pour les corps intermédiaires. Vous tombez mal, Laurent Berger est venu 2 fois devant le groupe parlementaire et les 2 fois c'était à mon initiative. Gilles Legendre, il n'y a pas que des réponses institutionnelles, parce que ça c'est de l'organisation. Aussi. Mais ils vont aussi vous dire, les Gilets jaunes, on voudrait augmenter le SMIC, on voudrait que vous reveniez sur l'impôt sur la fortune, on voudrait que vous reveniez sur certaines niches fiscales. Qu'est-ce que vous leur dites? Eh bien, j'attends que nous ayons l'ensemble des propositions et ça portera, et les transformations que nous opérerons à la suite du grand débat national porteront la trace de ces propositions. Mais nous l'avons dit d'emblée, tout ce qui a été proposé ou aura été proposé dans le grand débat sera publié et public. Il n'y aura pas de censure. Mais ensuite,
nous prendrons nos responsabilités. Alors, il y aura les traces des revendications. Les traces des revendications. Ils ne veulent pas simplement les traces, parce qu'il y a 78% des Français, selon un sondage récent, qui veulent un changement de politique économique. Qu'est-ce que vous dites à cela? Eh bien, nous verrons de quel changement il s'agit. S'il s'agit, par exemple, puisque vous avez parlé de l'ISF, s'il s'agit, par exemple, d'instaurer une meilleure justice fiscale dans ce pays, nous y sommes prêts. Et nous le souhaitons. Nous savons que c'est un sujet sensible. Anne-Pascale. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a proposé de moduler les niches fiscales. Est-ce que c'est une piste intéressante selon vous? C'est une piste parmi d'autres. Mais vous voulez ma conviction en matière de justice fiscale? On veut savoir sur quoi vous vous engagez concrètement. Nous nous engagerons certainement pas le 4 février pour un débat national qui court jusqu'au 15 mars. Convictions. Non, j'ai des convictions. J'ai des convictions. Alors je vais vous les dire. Laissez-moi le temps de vous dire. Quelles sont vos convictions sur l'inégalité fiscale dont on parle beaucoup? Est-ce qu'il faut créer de nouvelles tranches d'impôts sur les hauts revenus ou pas? Qu'est-ce que vous prenez? Je pense qu'en matière de justice fiscale, il faudra agir sur une multitude de leviers. Cela fera. Mais oui, lesquels? On peut jouer sur l'impôt sur le revenu, on peut jouer sur les niches, on peut jouer sur certaines fiscalités du capital. On écoute les propositions. Comment jouer sur la fiscalité locale? Aujourd'hui, notre système fiscal souffre, d'une très grande complexité qui le rend en apparence irréformable, et 2, d'une certaine forme d'inégalité qui fait qu'aujourd'hui, les Français ne le supportent plus. Donc, en fait, vous attendez un chamboule-tout. Je pense qu'en matière fiscale, il va falloir s'engager sur un pacte de réforme fiscale. Un Big Bang? Un Big Bang. Mais attendez, sur longue période, nous ne changerons pas le système fiscal en 6 mois. C'est un mensonge, ceux qui pensent ça. Gilles Legendre, on va être pratique parce que les téléspectateurs le demandent. Il y a une piste qui coûte cher d'ailleurs à la collectivité, mais qui est utile en termes d'emploi, c'est celui des emplois à domicile. C'est une niche fiscale. Vous savez, quand vous employez quelqu'un, vous déduisez de vos impôts une certaine somme. Est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer que le gouvernement revienne sur cette niche fiscale qui profite on va dire, aux classes supérieures, moyennes supérieures? Pas seulement aux classes moyennes supérieures, et notamment aux seniors, Yves Tréhard. Et nous avons d'ailleurs renforcé cet avantage fiscal en direction des seniors, parce que c'est une des conditions de leur maintien à domicile. Donc là, vous voyez, on a l'exemple même d'une niche qui a une vertu et une utilité sociale. Faut pas y toucher, on ne fera pas le travail niche par niche en disant on est pour, on est contre. Ce sera une vision d'ensemble que nous devons avoir en matière fiscale qui viendra du grand débat. C'est un Big Bang quand même, donc ce Big Bang, ça serait jusqu'à 2022 moi, je pense que 2022 est peut-être au-delà. Vous savez, il a de la fiscalité comme d'un nombre incalculable de domaines de l'action publique et qui explique en grande partie la colère des Gilets jaunes. On a reculé devant les grandes réformes, devant les grandes transformations, soit parce qu'elles étaient trop compliquées, soit parce qu'elles coûtaient trop cher, soit parce qu'elles étaient impopulaires. Il faut maintenant aller dans le vif d'un certain nombre de sujets sur la réforme de l'action publique, de la fiscalité, de la réforme de l'État, de la réforme des administrations. C'est ça l'objet du grand débat national, c'est de faire en sorte que les Français puissent s'exprimer sur ces sujets, et le moment venu, nous décidons. Donc voilà, à crise majeure, celle des Gilets jaunes, répondra à un Big Bang fiscal. Anne-Pascale, question peut-être supplémentaire. Oui. Je vois que vous avez votre reprise, là, Michel Grosset. Écoutez, j'essaye de chercher les thèmes forts, marquants. Dans vos rangs, ça phosphore beaucoup autour de ces idées de fiscalité, et Jean-François Césarini a proposé, par exemple, de refaire payer l'ISF à ceux qui font dormir leur argent. Est-ce que c'est une piste que vous écartez, ou est-ce que vous accueillez ces idées? Par principe, à ce moment du grand débat, je vais radoter, nous n'écartons rien. Nous sommes là pour débattre, écouter. Je dois dire très franchement que je n'ai pas encore eu l'occasion d'en discuter avec Jean-François. Je n'ai pas très bien compris sa proposition. L'argent qui dort, je vois la dimension mythique que représente l'expression. En termes concrets et pratiques, je le vois moins. Donc, il va m'expliquer ce qu'il a derrière la tête, et puis nous en discuterons. Nous allons, vous savez, j'inaugure demain une série de 4 grands débats correspondant aux 4 chapitres du grand débat national à l'intérieur du groupe. Et demain, nous parlons des institutions, mais nous parlerons ensuite de la fiscalité. Vous n'avez pas peur ? Et les différents membres du groupe pourront faire valoir leurs propositions, exactement comme dans le grand débat national. Vous n'avez pas peur que tout ça, au sein de votre groupe, mais je ne doute pas de votre habileté pour le maintenir uni, mais que finalement, on entend les uns les autres sur beaucoup de sujets, et bien que il y ait une poignée de frondeurs un jour qui se manifeste et que du coup, eh bien, vous ayez autant de difficultés que du temps de François Hollande. Alors, je vais vous reprendre sur un point.
on ne gouverne pas un groupe parlementaire avec de l'habileté. Avec de l'autorité? Avec de la sincérité, de la confiance et un brin d'autorité. Oui. Et c'est ce que j'essaye de réussir. Écoutez, ça ne marche pas si mal. Citez-moi une loi qui n'a pas été votée et citez-moi une loi qui n'a pas fait l'objet d'un enrichissement très puissant, très profond de la part de mon groupe parlementaire. Je voulais revenir sur un point, justement dans le cadre du grand débat, puisqu'il y en a un qui, dans le grand débat, parle beaucoup, c'est Gérald Darmanin. Et il dit... Voilà, ils veulent payer moins d'impôts, les Gilets jaunes et les Français en général, ce qui est tout à fait normal, mais ils veulent aussi les mêmes services publics. Et il dit, on va, de façon, sans leur faire payer, évidemment, leur envoyer tous les mois la facture, ou tous les ans, la facture des services publics, ce que ça coûte aux contribuables, sans évidemment les faire payer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qui rendrait lisible l'action public? Mais ça, je trouve que ça n'est pas une mauvaise idée, mais moi, je considère que non seulement les Français ont raison de vouloir payer moins d'impôts, mais ils sont en droit, en même temps, d'exiger des services publics de meilleure qualité. C'est précisément parce qu'on a fait l'inverse depuis 30 ans, plus d'impôts, plus de dépenses publiques, plus de déficits, plus de dettes, pour en face des services d'une qualité et d'un accès de plus en plus inégalitaire. Cette équation-là, nous devons l'inverser. Si on suit Darmanin, on comprend qu'on ne peut pas faire mieux et plus avec moins. Si. Vous êtes un magicien, là. Non, vous savez, Michel Grossier, toutes les entreprises se réorganisent de cette manière-là. Il n'y a pas de raison que l'entreprise-État échappe à cette règle. Il y a des moyens de produire du service public aujourd'hui avec moins de coûts et une meilleure efficacité. Et notamment avec ce que j'appelle moi le bénéfice citoyen. Qu'est-ce qu'attend le citoyen d'un service public? Ce qu'il attend dans les zones rurales. Il attend de la présence. Et bien voilà, on peut instaurer de la présence et on peut le faire avec notamment le numérique, avec l'organisation, le regroupement des services dans des lieux uniques qui permettent d'organiser des permanences. Il y a 1000 façons d'améliorer la qualité du service public sans augmenter les impôts. C'est exactement ce à quoi nous avons commencé de nous engager et que va faire apparaître le grand débat comme une exigence fondamentale de nos concitoyens. Anne Pascal, question. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont ce grand débat est engagé? Vous semblez déjà un peu anticiper sur ses conclusions, justement. Ah, c'est vous qui me demandez d'anticiper. Au contraire, je freine, moi, quand vous m'entraînez vers la fin. Savoir quelles sont vos convictions, vos propositions, vous. Mais les propositions, le groupe les produira en son temps, c'est-à-dire aux alentours du 15 mars. Il va les construire ensemble. Ça sera d'ailleurs des propositions, des grandes lignes, des grands principes sur lesquels nous avons envie de nous engager en tant que députés. Pour répondre à votre question, le débat est un immense succès. Les Français y adhèrent massivement. Et les députés, bien sûr. Vous allez dans des réunions publiques? Mais bien sûr. J'en ai encore un vendredi prochain dans la mairie du 5e. Moi, je suis parisien, alors les débats ne sont pas exactement de la même nature. Mais tous nos collègues sont profondément engagés. Je prends l'exemple de Nadia Hay, députée de Trappes, qui a organisé un débat avec 200 personnes dans une zone pas très simple, dont on disait qu'elles avaient du mal à adhérer. On a vu les gens, c'était des gens plutôt favorables à la République En Marche. Non, il y avait tout. Les cadres supérieurs. Vous n'y étiez pas. Si, mais je l'ai vu. Ah, mais vous avez raconté. Ah, ben faites attention à ce qu'on vous raconte. Moi, je peux vous dire, il y avait tout le monde. Fake news. C'est un bon exemple. Je n'ai pas dit ça. Mais on dit, vous dites que c'est un formidable succès pour Emmanuel Macron? Non. Nous n'instrumentaliserons jamais ce débat. Là. Non, mais si. Certains, quand même, disent effectivement c'est de la manipulation. Non, attendez. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Attendez, expliquez-moi pourquoi des centaines de milliers de personnes écrivent sur Internet leurs propositions. Expliquez-moi pourquoi des milliers de réunions ont lieu. Oui. Bon, on a envoyé la police pour aller chercher les gens? Gilles Legendre. On n'a forcé personne. Gilles Legendre. Et il y a des gens de toutes opinions. Et d'ailleurs, y compris dans les débats publics auxquels a participé le chef de l'État, vous avez vu que la contestation, il y a les bons trains. Donc ce ne sont pas des débats fabriqués. Est-ce que c'est une opportunité? Parce que finalement, les macronistes retrouvent un petit peu l'esprit de leur campagne. C'est tout à fait vous juste. retrouvez là, sans doute, non? On retrouve nos codes génétiques, ça nous fait du bien. Ça, c'est vrai. Vous avez l'impression de repartir... repartir... Et c'est d'ailleurs pour ça que ça marche. Et c'est pour ça que nos troupes s'y engagent. Vous avez l'impression de repartir en campagne, alors, un peu? Non, vous cherchez une deuxième reprise, Michel Grossier, vous ne l'aurez pas. Ça n'est pas une campagne que nous lançons. Gilles Legendre, si d'aventure il y avait un référendum, je sais que tout n'est pas encore complètement décidé et définitif, ça pourrait être le 26 mai. Et or, le 26 mai, il y a des élections européennes. Est-ce qu'on pourrait imaginer cumuler un référendum avec une élection européenne, un référendum à caractère national
avec une élection Écoutez, qui est par puisque définition le débat européenne. est ouvert sur cette question, je pense que chacun a le droit d'y exprimer ses Madame convictions. Loiseau, Monsieur Le Drian ne sont pas très chauds. Eh bien, je suis assez de leur avis. Oui. Je pense que ça n'est pas forcément une bonne idée, mais je n'en fais pas une question de principe. Et vous n'avez pas peur qu'en dehors de tout, cette élection européenne soit un peu cannibalisée par l'agitation qu'il y a Je dans ne ce pays? crois pas du tout. Pas du tout. Je crois qu'on est en train de restaurer le goût de la politique dans notre pays. Non, mais là, on parle de l'enjeu européen. Non, mais justement, quel est votre mais- point mais- fort, mais j'y justement? vais, Est-ce que vous n'avez pas Michel mobilisé Grossi. dans les urnes des gens J'y qui vous vais. sont hostiles, qui vont venir répondre au référendum Je vous et explique. qui vont alimenter Non, le c'est vote contraire, vous des dites. Je extrêmes? vous explique qu'en ouvrant le grand débat, nous réouvrons l'intérêt de nos concitoyens pour la politique. Et cet intérêt se porte sur le grand débat. Et sur Il l'Europe. se portera peut-être un jour, s'il y a un référendum sur le référendum, il se portera de très près sur les décisions qui découleront du grand débat. Mais cet intérêt bénéficiera Vous aussi pensez aux que élections européennes. Si référendum il sera bénéfique à l'enjeu européen. C'est ce que vous pensez? Je ne dis pas que c'est le référendum lui-même, je dis Oui, que le mais grand quand même. débat lui-même Le grand débat. rouvre l'appétit des Français pour la politique, et ça, c'est une chose excellente qui profitera à plein d'autres choses qu'au grand débat, y D'accord. compris aux élections Alors, il y a européennes. d'autres revendications, justement. Il n'y a pas que le référendum, on entend, Anne-Pascale, parmi les Oui, demandes. sur le pouvoir d'achat notamment, qu'est-ce qu'on peut donner comme signal en la matière? Ah ben écoutez, on vient d'en donner un grand pouvoir d'achat. Je rencontrais les responsables de la Banque de France vendredi. Nous aurons la plus forte hausse du pouvoir d'achat en France en 2019, jamais rencontrée depuis plus de 15 ans. Grâce C'est aux pas mesures du consenti mois de des décembre. Français. Grâce notamment aux mesures d'urgence économique et C'est sociale, quoi? mais pas seulement, puisqu'un certain nombre de mesures avaient déjà été Donc, c'est quoi, prises. près de 500 euros? Comment ça, près de 500 euros La Ça- hausse ça- du pouvoir d'achat. Non, attendez, il y a plus 1,5 ou Oui. entre 1,5 et 2% de hausse du pouvoir d'achat, concentrée précisément sur les populations qui en ont le plus besoin et qui ont exprimé le plus de revendications sur ce Alors, thème dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce Je qu'on dit peut- 480. Est-ce que de ce point de vue, il y a une question qui est sur la table aussi, c'est l'augmentation du SMIC. Ça coûte cher. Le président de la République est plutôt allé vers la prime d'activité. Pas plutôt, clairement. Clairement, est-ce qu'une idée originale, est-ce qu'on pourrait imaginer une régionalisation du SMIC, sachant que quand vous habitez Pau et que vous habitez Paris, vous n'avez pas du tout le même mode de vie, les mêmes obligations en termes de logement, de déplacement. Je vois que c'est un formidable acteur du débat national, Yves Tréhard. Postez cette proposition sur la plateforme et je suis sûr qu'elle recueillera énormément d'approbation. Ça peut faire partie d'une évolution intéressante. Pourquoi pas? Vous trouvez que c'est intéressant? C'est intéressant. On peut régionaliser le C'est SMIC. clairement une piste qui peut être intéressante. D'accord. Ce qui est important dans la hausse du SMIC, et c'est la raison pour laquelle nous avons préféré la prime d'activité, c'est que nous ne devons rien faire qui bride la compétitivité des entreprises. La base de tout, et notamment du pouvoir d'achat, ce sont des entreprises compétitives qui sont capables de créer de la richesse. Dernière minute de cette première partie, Gilles Legendre, avec la question d'Anne-Pascale. Oui, parmi les autres demandes un peu institutionnelles, il y a la question d'une dissolution de l'Assemblée. Qu'en pensez-vous? Et également l'idée d'un changement de Premier ministre, Édouard Philippe, que vous connaissez bien. Est-ce que vous pensez que pour donner un nouvel élan Si je dis que je trouve que la dissolution est une hypothèse assez fantaisiste, vous allez dire que je suis jugé parti. Le général de Gaulle l'avait choisi en oui, 68. mais enfin, attendez, nous ne sommes pas du tout dans le même scénario de crise et je ne suis pas sûr du tout que ça change quoi que ce soit au fonctionnement démocratique du pays. Nous allons réformer le fonctionnement démocratique du pays, nous allons continuer et accélérer un certain nombre de grandes transformations pour répondre aux besoins concrets des Français et notamment les plus vulnérables et les plus fragiles d'entre eux. Je ne vois pas en quoi la dissolution changerait quoi que ce soit. Quant au Premier avec ministre... de la proportionnelle, une quant au- proportionnelle accrue. Mais nous allons très probablement voter la Le proportionnelle. mouvement Gilets jaunes n'est Et- pas un et- mouvement anti-Macron et anti-La République En Marche. Je pense que le Si mouvement on vous Gilets écoute. jaunes, c'est un mouvement anti-système. Anti-système. Et nous sommes nombreux à être visés par cette critique et cette contestation. Y compris les Ah, journalistes. vous voulez dire nous aussi? Voilà. Ça peut Je arriver. rappelle que vous J'attendais. avez été peut arriver. longtemps journaliste. Merci. Mais c'est pour ça que j'aurais passé ma vie à être contesté. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, entrée en piste de deux parlementaires que je vous annonçais tout à l'heure. Bonsoir messieurs, donc Alain Joyandet, sénateur LR de Haute-Saône et David Habib, député socialiste des Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir, merci à tous les deux. Une question d'un internaute du Figaro
C'est Jean-Paul qui vous demande, Gilles Legendre, est-ce que vous constatez par des statistiques que le phénomène de ruissellement attendu ou annoncé justifie, par exemple, les allègements fiscaux, la suppression de l'ISF? Est-ce que vous le constatez? C'est une question de Jean-Paul. Le mot de ruissellement, nous ne l'avons jamais utilisé parce qu'il ne correspond à aucune réalité ni théorie économique. Ce que nous constatons, c'est que depuis que nous avons allégé la fiscalité de l'épargne, l'investissement repart fortement, très fortement, que les entreprises se remettent à créer des emplois et que les investissements étrangers en France accélèrent dans des proportions que nous n'avions jamais observées. Tout ça, ce sont des facteurs qui vont dans un sens positif pour l'économie. Alors, on va parler d'économie notamment, mais pas seulement. Première question, David Habib. Oui, sur l'économie, ce que tu viens de dire, Gilles, est fou. Alors, on peut se vous voyer. Je ne sais pas quelle est la règle dans les studios. On peut se vous voyer. Dans l'hémicycle, on se tutoie. Libre. En tout état de cause, ça ne se voit pas sur l'immobilier. Et les chiffres de l'immobilier ont montré qu'il y avait une baisse des investissements de façon spectaculaire. Une baisse à la fois de la construction et une baisse des investissements. Quant à l'industrie, moi je suis l'élu d'un territoire industriel. Il n'y a pas un seul projet industriel depuis qu'Emmanuel Macron est devenu président de la République. J'associe pas les deux, mais en tout état de cause, c'est peut-être vrai dans le 16e arrondissement, qui est une terre où il y a effectivement beaucoup d'usines. Ça l'est moins vrai sur le complexe de Lac. Je ne connais pas territoire. Le 16e arrondissement. En tout cas, dans sa conception. Je ne suis pas député du 16e. Ah bon, en tout cas sur Paris, alors. Oui. C'est moins vrai chez nous. Pas d'ironie. Donc il faut arrêter de croire que les choses sont, depuis 2017, sont au bleu. Je n'ai pas dit ça, David. J'ai dit que l'investissement redémarrait. Et ça n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, c'est toutes les enquêtes, toutes les entreprises qui le disent, elles ont des projets, elles sont en train d'investir. Alors, il se peut, et c'est d'ailleurs un des sujets problématiques que nous devons résoudre, qu'il y a une grande inégalité des territoires. Et ça, je suis prêt à l'admettre parce que c'est une réalité. Il y a aussi une grande inégalité entre les tailles des entreprises qui investissent. C'est la raison pour laquelle, depuis 20 mois, nous investissons en majorité sur les PME. La loi Pacte, que nous avons hâte de pouvoir voter définitivement, ira exactement dans ce sens-là. Donc, certes, il y a des territoires qui souffrent, nous le savons parfaitement, mais c'est vrai aussi en matière d'emploi. Il y a des territoires qui ont 2,5, 3% de chômeurs, il y a des territoires qui en ont 35, 40. C'est le drame français. C'est la fracture française que nous devons résoudre. Je voudrais revenir sur la justice fiscale, parce que là, vous parlez de la justice territoriale, on fait des inégalités de territoire, mais il y a aussi les inégalités fiscales. Vous avez quand même commis un péché originel, parce que vous avez voulu supprimer l'ISF en le faisant financer par l'augmentation des taxes sur le gasoil. Je pense que ce n'est pas possible. Et vous êtes, je crois, chef d'entreprise, donc en tant que chef d'entreprise, vous l'avez été, donc en tant que chef d'entreprise, on peut peut-être essayer de se comprendre. Je n'entends jamais dans votre bouche l'expression d'économie budgétaire. Quand le Sénat vous propose des économies budgétaires, vous détricotez tout ce que nous faisons. Tout à l'heure, vous parliez de grand soir fiscal. Mais tant qu'on ne fera pas d'économie budgétaire, dans votre entreprise et dans la mienne, vous savez très bien qu'il y a le développement, mais il y a aussi la gestion. Le Sénat, mon parti politique, vous propose, je voudrais vous faire aussi des propositions pour vous demander votre avis. 20 milliards d'économies budgétaires, c'est possible. Avec 20 milliards d'économies budgétaires, vous pouvez supprimer l'ISF. Je ne souhaite pas qu'on le remette, mais au moins supprimer l'ISF en le faisant financer par des économies, sans suppression de services publics. Et nous savons le faire, et nous vous avons fait des propositions, et systématiquement, vous redétricotez ce que nous faisons, et vous remettez les dépenses. J'en termine. Le budget 2018 qui vient d'être clos, plus 8 milliards d'euros de déficit par rapport à l'année d'avant. Comment est-ce possible de la part de gens dont on espérait qu'ils allaient gérer ce pays ? On a, alors, pour la première fois, le déficit public est descendu durablement en dessous de 3%. Vous le savez. C'est pas exact. Si, attendez, si on enlève, c'est très technique, la transformation. Non, il faut être bonne foi. La transformation du CICE en baisse de charges pérennes est un effet comptable d'une année de trésorerie. Vous le savez parfaitement. Est-ce que oui ou non, vous dépensez 8 milliards de plus que l'année dernière de déficit la dépense publique n'a augmenté aussi peu en France. Vous le savez, c'est la vérité. Mais attendez, je vais aller dans votre sens. Nous irons plus loin. Nous avons pris un engagement très clair. Moins 3 points de dépenses publiques sur l'ensemble du quinquennat. Simplement, nous le faisons précisément en transformant progressivement les services publics. Nous ne voulons pas
la politique du rabot, elle a atteint ses limites. Nous voulons transformer l'État, les administrations, leur fonctionnement, précisément ce que je disais en première partie d'émission, pour que nous ayons un meilleur service pour moins cher. J'aimerais une réponse sur la proposition de réduction des dépenses publiques. Mais parce que 3%, ça ne veut rien dire. Nous allons les réduire, mais nous n'allons pas les réduire de manière aveugle. Nous savons mais vous les avez augmentés l'année dernière. Non, mais non, si, plus 8 milliards de allons, déficit. sur l'ensemble du quinquennat, baisser les dépenses publiques d'environ 80 milliards d'euros. Ce sera fait. Mais ça n'est pas commencé. Hein. Mais si, nous avons commencé à ralentir le mouvement. Vous savez, quand un bateau va très vite dans une direction, il faut le freiner, changer la direction et on continue. Allez, David Habib, un autre thème peut-être. Oui, moi j'ai entendu une phrase tout à l'heure qui a été prononcée par Gilles Legendre. Nous souhaitons modifier, nous avons l'ambition de modifier nos pratiques politiques. Oui. Bon. Démocratiques, je dis. Démocratiques. Outre le fait que j'ai assisté, mais ça c'est chacun administre son groupe comme il l'entend. J'ai assisté à une engueulade mardi dans l'hémicycle à l'égard d'une députée qui s'apprêtait à ne pas suivre la position du groupe La République En Marche sur la loi anti-casseurs. Outre le fait que je vous ai vu, monsieur le député, monsieur le président du groupe, lui rappeler à la discipline de groupe. Je le dis ici parce que vous avez voulu réinventer la démocratie. Jamais un président de groupe n'est venu me voir, président de groupe socialiste, en me rappelant ce qu'était la ligne du parti. J'ai refusé de voter un certain nombre de textes qui ne me paraissaient pas être corrects. Je pense par exemple à la réforme des régions. Et jamais personne n'est venu me donner la leçon. Mais je poursuis. Puisque vous voulez réformer vos pratiques politiques, que nous apprenons pratiquement tous les jours que le dossier Benalla est différent que ce qui avait été présenté initialement. Qu'attendez-vous pour demander à l'Assemblée nationale de faire son travail d'investigation? Pourquoi avoir pesé, comme vous l'avez fait, sur les épaules de la présidente de la Commission des lois pour interrompre un processus de recherche de vérité qui était demandé par les Français? Vous êtes pour le nouveau monde quand il s'agit de dénoncer ceux qui étaient avant vous. Vous êtes surtout les représentants du Néandertal, c'est-à-dire une vision figée, fossilisée de la politique autour d'un chef qui est Emmanuel Macron et d'une vous allez continuer de vous appeler par votre prénom. Si nous étions ce que vous dites, il n'y aurait pas autant de diversité, autant d'expressions publiques variées, et c'est vrai particulièrement en ce moment, et c'est vrai d'ailleurs, et c'est très bien comme ça sur la taxe anti-casseurs, que vous ne le dites. Sur la question Benalla, pour une raison très simple. Maintenant, l'affaire Benalla, c'est une affaire de fait divers. Oui, quand la commission des lois a siégé en commission d'enquête, cela pouvait être un fait politique. Parce qu'on voulait comprendre ce qui s'était passé. Fait divers. Juste, oui. Alors on passe des accusations d'affaires d'État à partir du moment où Alexandre Benalla a été licencié de l'Élysée, dans des conditions absolument transparentes et publiques pour tout le monde, tous les faits qui lui sont reprochés depuis sont des faits qui relèvent de l'enquête et de la justice. Et donc, le Parlement n'a pas à s'en mêler. Ah oui. Alain Joyandet, il y a une commission qui est toujours... Bien sûr, la commission du Sénat a fait son travail. Elle a clos ses travaux. Oui, mais elle ne les a pas relancés à la lumière des événements nouveaux. Moi, je n'ai pas très envie de continuer sur cette affaire-là. C'est pas moi qui l'ai ouvert. Tellement elle est... Elle est effectivement dans le chapitre des faits divers. Elle est dramatique pour l'État, parce que ce n'est pas une affaire comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas un fait divers pour vous? Pardon? Ah ben non, ce n'est pas un fait divers. Mais je ne veux pas utiliser mon temps de parole pour faire ça, et puis je ne veux pas répéter ce qui a été dit. Moi, vous venez prononcer le mot de Parlement, et je voudrais vous interroger, vous êtes président de groupe, je voudrais vous interroger sur ce que vous pensez du fonctionnement du Parlement, justement, de nos institutions. À titre personnel, ça n'engage que moi. Je considère que notre 5e République ne fonctionne plus. On donne tous les pouvoirs à un seul homme. Le Parlement est élu 5 semaines après. On a un Parlement croupion. Vous l'êtes, nous l'avons été. Tout dépend du président de la République que l'on a. Vous êtes amené à voter des choses contre lesquelles vous aviez voté il y a quelques mois sur l'ordre du chef. Par exemple, j'assimile le Parlement députés et sénateurs. Oui, par exemple, la loi anti-casseurs, les sénateurs de M. Macron ont voté contre au Sénat, et cette loi est reprise à l'Assemblée nationale. Il y a eu quelques circonstances entre les deux, non ? Je termine juste ma question pour dire, est-ce que vous considérez, vous, en tant que président de groupe, qu'il ne serait pas utile, et c'est une proposition aussi, puisqu'on fait aussi le débat sur les institutions, est-ce que vous pensez qu'il ne serait pas utile de rééquilibrer les pouvoirs du président et du Premier ministre, donc du Parlement, dans le sens d'une diminution des pouvoirs du président de la République, pour redonner au Parlement
un peu ses lettres de noblesse. La Ve République a été très abîmée. Est-ce que vous vous sentez à la tête d'un groupe utile ? Est-ce que vous sentez que vous avez un peu la voix au chapitre ou si vous avez le sentiment d'exécuter les ordres qui vous viennent de l'Élysée ? Alors, je n'ai pas le sentiment d'exécuter les ordres, mais je vous rejoins sur la nécessité de faire respirer fortement le système. Et ce que j'attends des suites du grand débat national, c'est probablement une révision assez forte de nos pratiques politiques qui peuvent passer par la réforme constitutionnelle, mais pas que. Il n'y a pas que. Il y a les réformes organiques, les réformes ordinaires, et il y a aussi des pratiques institutionnelles. Je suis d'accord avec vous sur l'idée qu'il y a 2 enjeux à réussir. Un rééquilibrage, en effet, entre le rôle des parlementaires et le rôle de l'exécutif. Donc vous souffrez. Vous souffrez. Non, mais non, est-ce que j'ai l'air de souffrir qui ne ruine pas, l'acquis que représente pour la Ve République nullement, pour la stabilité des institutions. Et la deuxième chose, qui n'est pas contradictoire, c'est que nous fassions place à une démocratie participative beaucoup plus vivante. Et nous devons concilier la démocratie représentative, qui est le bien indépassable, parce que reposant sur le suffrage universel, et une démocratie participative. Et quand je parle de démocratie participative, je ne parle pas que de démocratie directe. Certes, on peut faire évoluer le référendum. Je vous ai entendu dans la première partie de l'émission, mais comment voulez-vous faire marcher la démocratie participative si la démocratie représentative, c'est-à-dire nous trois là, ça marche déjà pas. Mais c'est ce que je viens de vous dire, Alain Donc ça veut dire que vous nous passez, non, vous nous passez par pairs et profits. Pas du tout, je viens de dire le contraire. Ah non, attendez, attendez. Je ne donc voudrais pas que les pense, auditeurs aient compris comme non, vous. mais je pense qu'avant de vouloir faire de la démocratie participative, il faudrait renouveler notre démocratie à nous. Non, nous sommes des élus du peuple. Nous sommes les élus du peuple. Il y a urgence à traiter les deux en même temps. Je vois David Habib qui me regarde avec des yeux soupçonneux ou sceptiques. Je pense que là, nous avons tous un aggiornamento profond à faire, nous y compris. David Habib, groupe majoritaire. Sur cette thématique. Pourquoi vous le regardez comme ça ? Je le regarde parce que j'ai en face... D'abord, voilà, bien évidemment, et parce que j'ai en face de moi une lettre qui a été adressée à tous les députés de La République En Marche de la Nouvelle-Aquitaine, ma région. Elle m'a été, par un député vraisemblablement de La République En Marche, transmise, cette lettre, où l'auteur de ce courrier, qui est député de la Vienne, Sacha Houlié, invitait ses autres collègues de La République En Marche, à une réunion le jeudi 6 décembre à l'Assemblée nationale. Une réunion, je lis, qui aura pour thème principal, Alain Jouyadé est à côté de moi, les questions électorales locales. Bon, pas de problème. Seul problème, c'est que étaient invités à cette réunion tous les députés de la Nouvelle-Aquitaine et monsieur le préfet de région, Didier Lallemand. Alors cette réunion n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu la crise des Gilets jaunes, mais la convocation n'a jamais été contestée. Pas contestée par Sacha Houlié qui a été interrogé par le groupe. Parce que le rôle d'un préfet, c'est ne pas d'assister à une réunion consacrée aux échéances électorales à l'initiative d'un groupe politique. Et donc ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas... Ah oui, ça veut dire que vous êtes d'accord pour que le préfet soit invité pour parler de redécoupage ? Mais c'est grave, en termes de vision démocratique, c'est extrêmement grave. Jamais nous n'avons été à l'initiative de ce type de réunion, je comprends. Ni les socialistes, ni les socialistes. Non, Gilles Legendre n'a pas été David Habib que le Parti socialiste était un modèle de fonctionnement démocratique. En tout cas, on respectait la République. Et j'ai tellement respecté votre parti qu'il m'est arrivé plus souvent qu'à mon tour de voter pour lui. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Non, écoutez, là, vous cherchez vraiment la petite bête. Vous êtes très, très, très loin de la préoccupation des Français et de l'enjeu que nous abordions depuis le début de cette émission, qui est en effet un enjeu de pratique démocratique concrète. C'est l'État Macron. Non. Votre vision de la politique, c'est d'élaborer, y compris en province, parce que vous n'avez pas de troupes. Parce que vous n'avez pas de troupes. Vous adossez sur le travail des fonctionnaires et des préfets. Et je trouve scandaleux que vous ne réagissiez pas par rapport à ce type de combien d'adhérents au Parti socialiste ? Redécouper, c'est du charcutage électoral, vous voulez dire ? Je n'en sais rien. C'est ce que j'essaie de comprendre. Moi, je lis consacré aux enjeux électoraux. Donc, alors qu'est-ce que vous lisez ? Je lis tout simplement que la présence du préfet de région n'est pas justifiée. Et lorsqu'on convoque les autres députés de sa formation politique, on le fait entre soi, sans faire appel aux ressources intellectuelles de l'État. Sujet majeur.
Écoutez, tout ça ressemble à un petit règlement de compte entre amis de gauche. Moi, je ne suis pas dans ce... je ne comprends pas de quoi vous... Et de gauche et de droite, maintenant. Je ne comprends... C'est bien que vous ayez ajouté... C'est bien que vous ayez ajouté maintenant. Voilà. Je suis macroniste. Moi, je voudrais revenir à une question qui est importante dans l'esprit des Français, qui concerne l'immigration. Et notamment s'agissant, parce que c'est aussi ma recherche, des droits du Parlement. Nous proposons, et je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, puisque l'immigration, on n'y voit pas très clair. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait bon, comme le font d'autres États, que l'on puisse gérer l'immigration en France, que par exemple nous proposions des quotas, et que ce soit le Parlement, chaque année, qui débatte, plutôt qu'on apprenne comme ça, tiens, il y a encore 500 000 cette année, 1 million en 5 ans, seulement 90% des immigrés en situation irrégulière sont reconduits à la frontière. Moi, je vous avais proposé 300 millions d'économies, c'est pour ça que je parlais d'économies tout à l'heure, sur les immigrés en situation irrégulière, puisqu'on est passé de 500 millions à 1 milliard pour l'aide médicale d'État, immigrés en situation irrégulière. Tout ça est complètement opaque, en même temps qu'on diminue d'ailleurs les crédits de l'Agence française pour la santé. Vous voyez, voilà comment on gère en ce moment. Le budget, pour moi, est vraiment quelque chose. Le budget est l'arme pour la justice sociale dans notre pays. Et la justice sociale, c'est aussi quelque part les comparaisons de situations entre ressortissants français et immigrés. Donc sur l'immigration, ce que nous vous proposons, c'est des quotas proposés par le président de la République ou le Premier ministre, un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, un Parlement qui fixerait chaque année ce quota d'immigrés autorisés à venir en France, que nous choisirions en fonction des capacités de la France à les accueillir, à leur donner du travail et à leur donner aussi, comme c'est le cas en ce moment, des allocations. Mais vous le faites avec quelle finalité, Alain Joyandet? Pour faire des économies ou pour faire en sorte que les immigrés légalement présents sur notre territoire soient mieux traités? Eh bien, je le fais pour les deux. Parce que je vois ce que coûte l'immigration clandestine, qu'on ne gère pas. Je vois ce que coûtent les immigrés non reconduits à la frontière. Alors, nous partageons parfaitement cet objectif. Et je vois ce que coûte, puisque vous me retournez la question, je vois budgétairement, en tant que membre de la Commission des finances du Sénat, je vois ce que coûte l'immigration non contrôlée, puisque nous accueillons des gens qui n'ont pas de travail, et donc il faut leur donner des allocations, qui bien souvent sont supérieures à ceux qui ont travaillé 40 ans et qui touchent une maigre retraite. Est-ce qu'on peut parler de justice fiscale si on ne parle pas de ça? Dans le grand débat, je n'ai pas le sentiment qu'on en parle beaucoup. Qu'est-ce que fait le Parlement? Alors, je vous ferai remarquer que la question de l'immigration a été ajoutée au 4e chapitre du grand débat, qui parle de la citoyenneté. Ça a créé d'ailleurs un peu de polémique, mais je pense que nous avons bien fait de le faire pour que les Français puissent s'exprimer sur un sujet qui, à certains d'entre eux, est extrêmement sensible, et à juste titre. Je vous ferai remarquer que nous sommes si convaincus du fait que nous devons absolument travailler l'intégration des immigrés, des réfugiés et des immigrés légalement sur notre territoire, que nous avons voté l'année dernière une loi qui s'appelle Asile, Immigration, Intégration, qui vise précisément à cet objectif, c'est-à-dire accélérer le traitement des réfugiés et traiter correctement les immigrés légalement installés sur notre territoire, ce qui passe, je vais jusqu'au bout du raisonnement, et de ce point de vue-là, je vous rejoins, par la régulation du nombre d'immigrés que nous sommes capables d'accueillir sur notre territoire. Mais attendez, ça n'est pas une découverte, Alain Joyandet, c'était au cœur de notre projet de loi Asile, Immigration. Juste un mot, parce que ce n'est pas tout à fait le même sujet, mais je voudrais juste avoir votre position là-dessus. Quelle est votre position sur l'éventuel retour des djihadistes français sur le sol national? Écoutez, là-dessus, le sujet est en train d'être traité. Nous avons un vrai problème avec à l'idée qu'ils reviennent et à la réalité de cette façon de faire. Mais nous allons trancher cette question très prochainement. Non, mais vous, votre sentiment, vous savez que la justice... Non, on en parlera quand on aura une solution. Mais là, on n'a pas de solution. Non, pour l'instant, non. Vous voyez bien, la preuve, c'est que le débat est encore en cours. Et vous avez une position personnelle, j'imagine? Non, personnelle, mais je la garde pour moi. Non, je la garde pour moi. Est-ce qu'ils doivent rentrer ou est-ce que... Je la garde pour moi. C'est des sujets extrêmement extrêmement sensibles. Est-ce qu'il faut faire en sorte qu'ils ne rentrent pas ou est-ce qu'il faut miser sur la justice, à la sécurité nationale, aux dimensions diplomatiques, à la dimension humanitaire? Ces sujets-là ne se règlent pas comme ça sur un plateau de télévision. Voilà, vous êtes d'accord. Alors, Merci beaucoup, messieurs. C'est une question quand même.
Merci. Bien sûr, c'est une question. On a compris, M. Juillandet, que vous êtes contre l'idée de leur retour. Hein. C'était ça l'idée. Voilà. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci. Au revoir. Dernière partie, donc, avec nos deux consoeurs qui font leur entrée sur le plateau. Avec nous, donc, Brigitte Boucher et Oriane Mancini, de LCP Assemblée nationale et de Public Sénat. Bonsoir, mesdames. Une question tout de suite d'un internaute du Figaro qui vous demande, Gilles Legendre, parce que beaucoup disent que la Ve République est en fin de vie. Est-ce que c'est également votre sentiment ? La Ve République, à mon sens, est à la veille d'une assez grande évolution, qui ne tiendra d'ailleurs pas... Il faut la sauver ou il faut passer à la 6e ? Elle a un atout exceptionnel, c'est la stabilité des institutions. Et cet atout-là, il faut le préserver. En revanche, comme je le disais tout à l'heure avec mes collègues parlementaires, il faut faire respirer le système. Respirer le système dans la relation entre l'exécutif et le Parlement, respirer le système entre les élus que nous sommes, et qu'est l'exécutif, et le citoyen. Brigitte ? Alors, sur la loi anti-casseurs, Gilles Legendre, l'écrivain et avocat François Sureau donne une interview au Monde, datée de demain, qui est parue cet après-midi, et il dit que la loi anti-casseurs, c'est le citoyen qu'on intimide et pas le délinquant. Il parle d'une loi de la peur. Est-ce que c'est une loi contre les libertés publiques ? En aucun cas. J'ai lu, évidemment, avec la plus grande attention, l'interview de François Sureau, qui est un très beau texte, qui est un proche de nous, ce qui prouve bien, quoi qu'on en dise, que le droit à la liberté de parole est parfaitement respecté et que nous ne sommes pas le régime de Godillot décrit par David Habib tout à l'heure. Donc, c'est un très beau texte, chacun de son rôle. François Sureau est un avocat et un intellectuel. Nous sommes responsables de nos concitoyens. Or, que se passe-t-il dans les manifestations, pas seulement depuis le début des Gilets jaunes, mais depuis des années? C'est l'immersion de personnes violentes qui multiplient les actes de très grande violence. On en a eu l'illustration pendant la crise des Gilets jaunes. Et le droit des manifestations n'est plus adapté pour traiter cela. Mais pour autant, est-ce qu'on peut se passer d'un juge ? Mais on ne se passe pas d'un juge, Brigitte Boucher. L'article 2, qui est au cœur de la polémique, le préfet puisse décréter des interdictions de manifester concernant des individus. Exactement, dont on soupçonne les mauvaises intentions. C'est ce que nous allons voter. Pas simplement les mauvaises intentions, la certitude que nous avons qu'ils représentent une menace sérieuse pour l'ordre public. C'est exactement le terme de l'acte de l'article 2. Avant même qu'il ait manifesté ? Mais avant même qu'il ait manifesté, parce que si on attend qu'il ait commis l'acte, à quoi sert le dispositif ? Ou s'il fallait qu'il ait déjà commis un acte, à quoi servirait le dispositif ? Mais le juge... C'est une forme d'arrestation préventive. Non. D'abord, on n'arrête pas, on empêche de manifester. Comment vous êtes sûr que la personne va agir dans le sens que vous dénoncez, à juste titre, évidemment. Écoutez, on ne défend pas les casseurs ici. On sait parfaitement qui est violent dans les manifestations. Un des grands avantages des situations actuelles, c'est que ces personnes sont très peu nombreuses, très clairement identifiées, très souvent récidivistes. Et je veux revenir sur un point que vous souleviez, Michel Grossior. Vous dites, on fait ça sans le juge. Excusez-moi, c'est inexact. Le préfet prend la décision, mais il est placé sous le contrôle du juge. Et un préfet n'a pas envie de se faire retoquer par un juge. Donc quand il prend sa décision, elle doit être lourdement argumentée, sans quoi, en effet, le juge rapportera et contestera la visiblement, votre discours ne convainc pas tout le monde dans votre groupe. C'est exact. Il y a des députés, Aurélien Taché, Mathieu Orphelin et d'autres, qui ont annoncé qu'ils ne voteraient pas cette loi. Est-ce qu'ils seront sanctionnés ? En aucun cas. S'ils s'abstiennent, ce qui manifestement est leur intention, c'est ce qu'ils ont dit publiquement, c'est ce que beaucoup d'entre eux m'ont dit, enfin beaucoup, c'est très peu par rapport à l'ensemble du groupe, mais toute voix et toute opinion, pour moi, est intéressante et respectable. Vous estimez à combien le nombre d'abstentions ? Le vote aura lieu demain. Oui. Le vote aura lieu demain. Vous avez des échos, vous êtes président du groupe. J'ai des échos. Je pense que si on est autour de moins d'une vingtaine, on sera dans les purs. C'est à peu près ceux qui se sont manifestés contre l'article 2 la semaine dernière. Mais vous savez, je ne suis pas là pour pratiquer la police de la pensée, en dépit de ce que disait mon cher collègue David Habib tout à l'heure. Ça n'est pas ça le but. C'est quoi le but, qu'est-ce que vous faites alors vous restez les bras ballants, vous essayez de les convaincre au bout du compte de voter. Michel Grossior,
mes bras sont si peu ballants que pendant 10 jours, avec les commissaires de la commission des lois et un certain nombre de députés qui avaient décidé de s'investir sur ce texte, nous avons travaillé à le modifier. Vous savez que c'était un texte qui venait du Sénat, que nous avons retravaillé pour le rendre plus efficace là où il devait l'être et plus protecteur des libertés publiques là où il pouvait y avoir un doute. Pour certains d'entre vous. Pas encore assez, mais moi je suis l'homme qui est en charge de chercher l'équilibre et le compromis. Alors, cet équilibre, un principe nous l'avons fondamental trouvé. de la République En Marche quand vous êtes arrivé, qui est l'interdiction d'avoir une liberté de vote. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une liberté de vote dans le groupe, Non, quel que il n'y a soit pas de le liberté sujet. de vote. L'abstention, ça n'est pas un vote contre. Et vote contre, il y aura des sanctions. Si demain il y a des votes contre, ils seront sanctionnés. Mais vous êtes obsédé par les Mais il faut être sanctions. clair. On essaie de prendre de il faut être l'avance clair. Mais non, sur mais l'actualité. attendez, on n'est pas comme ça, je ne suis pas un policier qui est derrière chaque député et qui est Vous êtes en président charge de de groupe. surveiller son... Il faut une ligne. Je ne peux pas dire que d'un côté, la démocratie doit respirer, et notamment la démocratie respirer entre le Parlement et l'exécutif, et de l'autre côté, brandir la sanction à au moindre écart de Vous allez conduite. encourager la fronde, là. Hein. Certainement pas. Je mise sur l'esprit de responsabilité de mes collègues, et sur ce plan, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis jamais déçu. Il n'y a pas une loi qui ait été proposée par l'exécutif et à laquelle nous avons contribué à son enrichissement, qui n'ait été votée. Vous avez salué le texte, c'est une interview de l'avocat et essayiste François Sureau dans Le Monde paru Il dit que ce c'était soir. un texte de grande qualité, mais effectivement. dont je ne partage évidemment pas les opinions. Mais vous savez, c'est plus facile d'être avocat et littérateur Oui. que de gouverner la France, Mais il et dit- notamment dans la situation que nous connaissons actuellement. Il dit deux choses. Il dit qu'il ne voit pas le progressisme à l'œuvre aujourd'hui, surtout pas dans le domaine des libertés publiques, et il dit qu'il a été choqué quand des députés, il pense aux députés de la République En Marche, qui ont ironisé quand ils ont entendu le député centriste Charles-Amédée de Courson dire « on en revient à Vichy ». Et il dit « j'ai vu une assemblée de suspieds et une assemblée de nains de jardin ». Comment est-ce que vous avez lu ces phrases? Est-ce que vous présidez un groupe qui ressemble à cette définition d'un homme dont vous saluez le talent littéraire? J'ai du mal à ne pas sourire parce que autant d'excès, c'est assez navrant. Et donc, prenons-le, le genre pamphlétaire dispose l'excès. Eh bien, François Sureau y succombe. Je reviens quand même, et j'ai beaucoup d'amitié pour Charles de Courson. Qui peut penser sérieusement que nous sommes en train de voter une loi vichiste? En disant ça, on voit parfaitement à quel point ce reproche est infondé. Ça ne tient pas la route un seul instant. Vous savez, il y a une liberté publique très importante en France. Vous savez laquelle? Écoutez, elles sont nombreuses. La liberté de manifester. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que la liberté de manifester est suffisamment protégée dans notre pays dès lors que toute personne sincère qui manifeste risque de terminer avec un œil en moins, avec un bras abîmé, avec des enfants terrorisés, avec des choses comme ça? C'est ça que nous protégeons aujourd'hui avec cette loi. Attendez, vous dites Nous un œil en moins, là, visons un très œil en moins, clairement... les forces de l'ordre sont mises en cause en la matière. L'œil en moins avec les fameuses balles. Qui crée la violence? Oui, mais là, Qui il y a une arme qui sème est le vent, contestée. récolte la tempête. Nous voulons extirper la violence des manifestations. Et les balles de défense, on les garde? Elles seront inutiles le jour où nous aurons réussi à atteindre cet objectif. Vous avez dit tout à l'heure, on peut s'exprimer, on peut exprimer des opinions différentes dans le groupe. Est-ce que pour autant, les positions défendues par Agnès Thiel, et notamment contre la PMA pour toutes, qui est une des propositions d'Emmanuel Macron, est-ce que ça ne porte pas préjudice au groupe? Et qu'est-ce que vous comptez faire? Comment vous comptez gérer ce cas, finalement, Agnès Thiel? Alors, il est en cours de règlement, à la fois au niveau du groupe et à la fois au niveau du mouvement. Car il faut être extrêmement précis. Personne n'a envie de contester à Agnès Thiel le droit d'être contre la PMA si c'est ça qui anime ses convictions. Jamais. Nous avons dit que sur ces sujets bioéthiques, il y aurait une liberté de vote au sein du groupe La République En Marche. Ce qui est problématique, c'est les types d'arguments qu'elle utilise à l'appui de ses convictions. Et là, quand il y a des risques de relents homophobes, quand elle parle de lobby LGBT à l'Assemblée nationale, quand il y a des relents potentiellement islamophobes, ce qu'elle conteste... L'absence de genre dans le mot parent favorise l'éclosion d'écoles coraniques. Voilà, c'est légitimement perçu par la totalité d'entre nous comme
très très contraire aux valeurs de Et la alors, République. En cours de en marche. règlement, ça veut dire quoi? Vous dites que c'est en cours de règlement, ça veut dire quoi? que, je ne sais pas si cette cuisine intéresse nos téléspectateurs, mais je peux le dire, le bureau du groupe a entendu Agnès Steel jeudi dernier, et le mouvement va l'entendre aussi dans le cadre d'une procédure qui est prévue pour régler ce genre de cas, et nous verrons sur quel type de décision. D'exclusion. Procédure d'exclusion. Sur une procédure d'audition pour l'instant. Nous avons besoin de l'écouter, d'échanger avec elle. Nous avons eu cet échange au niveau du bureau. Le mouvement va procéder de la même manière au niveau de ces instances. Oui, sur les réformes, on va parler des réformes puisque le calendrier du Parlement a été quelque peu modifié par le mouvement des Gilets jaunes, par le grand débat en cours. Est-ce que vous pensez que vous pourrez continuer à réformer comme cela a été prévu? Mais c'est pas, la question n'est pas savoir si nous pouvons. Nous allons le faire. Nous avons été élus pour ça et les Gilets jaunes nous incitent à aller encore plus profondément dans la transformation du pays, parce que ce qu'ils nous disent, c'est que les choses ne vont pas assez vite, que la réalité concrète, quotidienne, notamment des Français les plus vulnérables, les plus fragiles, ne change pas assez vite. Donc nous devons continuer. Vous ne changerez pas un mot aux réformes prévues? C'est pas ce que j'ai dit. Vous m'avez dit, est-ce qu'on va pouvoir continuer à transformer? Je dis oui, nous allons continuer à transformer. Mais est-ce qu'il faut de la manière dont c'était prévu au ajuster, départ. accélérer dans certains cas, ralentir, prendre le temps d'une concertation approfondie? Nous verrons. Mais sur l'esprit de transformation, nous ne céderons rien, et pas par entêtement, mais parce que la fonction publique, il faut la maintenir. Mais bien sûr, parce qu'elle est une condition de réforme des services publics, et elle est aussi une condition de la réforme de la situation des agents publics, qui en France ne sont pas heureux de leur situation. Et il faut maintenir la suppression de 120 000 fonctionnaires au moment où les Français demandent plus de services publics? Il faut améliorer la qualité du service public, faire en sorte qu'il soit produit avec plus de numérique, et faire en sorte que ça soit plus performant. Cela passera in fine par des réductions d'effectifs. 120 000 postes en moins sur le quinquennat, la réforme de la fonction publique, ça a mécontenté les fonctionnaires. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'ils descendent dans la rue? Emmanuel Macron parle de délibération permanente. Est-ce que finalement ce ne sera pas la manifestation permanente? Cela fait 1 an que la réforme de la fonction publique est ouverte par Olivier Dussopt, qui mène un travail remarquable et qui passe par une concertation quasi permanente. Ce travail de concertation, il va produire des fruits. C'est précisément cette réforme, et vous verrez que ce sera une réforme acceptée parce qu'elle aura été négociée. Puisque vous dites qu'il faut peut-être prendre le temps sur la réforme des retraites, par exemple, est-ce que le calendrier sera tenu? C'est un autre exemple de modèle de concertation. Elle sera au Parlement avant l'été, cette réforme des retraites? Avant l'été, ça n'est pas certain. Le programme est extrêmement chargé, mais la réforme aura lieu, et notamment, elle aura lieu quand elle sera prête. C'est une réforme. Pas forcément avant l'été. Non. Vous n'excluez pas de prendre un peu de temps, comme le demande d'ailleurs le rapporteur du texte. Je dis qu'il n'y a pas le rapporteur, le haut-commissaire. Le haut-commissaire en charge, le haut-commissaire, il faut le temps qu'il faut. Oui. Et donc, une des vertus de cette réforme, c'est que précisément, on l'a prise par le bon bout. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps, mesdames, mais on a plein de questions. Les partenaires sociaux, finalement, quel rôle vous allez leur donner dans l'acte 2 du quinquennat? Alors, ceux qui n'ont pas eu lors de la première partie. Alors, d'abord, il est faux de dire qu'ils n'ont pas eu de rôle. C'est inexact. Tous les grands projets de loi ont donné lieu à des concertations intenses, y compris les plus sensibles. Je pense aux ordonnances travail, qui était le texte inaugural de notre quinquennat. Mais c'est vrai que la question des corps intermédiaires dans le fonctionnement démocratique, au moment où on se pose la question de l'évolution de nos pratiques démocratiques, de nos institutions, qui sont contestés prenantes du système. Voilà, du système, qui sont fragiles, qui sont peu représentatives. C'est quelques pourcents de Français qui se reconnaissent dans les syndicats. Et ils ont donc, eux, un taux d'abstention majeur, si on prend la comparaison avec les votes politiques. Nous devons absolument revitaliser les corps intermédiaires. Alors, certains corps existent déjà et sont très dynamiques en France, ce sont les associations. D'autres, les syndicats, ont besoin de revenir dans le jeu démocratique. C'est évidemment à eux de penser en premier à la manière de le faire, mais il peut y avoir des dispositions que nous pourrions discuter avec eux, qui vont d'ailleurs peut-être venir dans le cadre du grand débat, et qui consacreront leur rôle éminent dans le fonction démocratique. C'est un mea culpa que vous êtes en train de faire? Mais c'est pas un mea culpa, c'est pas moi qui suis responsable des syndicats, Brigitte Boucher, ce sont les syndicats. Non, mais c'est pour l'exécutif, vous reconnaissez qu'il y a eu un manque de place quand même. Mais Laurent Berger attend toujours un coup de fil du chef de l'État depuis des mois. Attendez, ça c'est la caricature. Il nous l'a dit ici c'est encore. La caricature, Laurent Laurent Berger a été reçu au mois de décembre très longuement par le chef de l'État, il a été reçu par mon groupe parlementaire longuement, et nous étions très heureux de le recevoir parce que nous
avons eu des échanges extrêmement utiles. Laurent Berger, je crois, a conscience plus que quiconque de l'enjeu démocratique de la période que nous vivons. Et donc, il doit en être un acteur extrêmement actif, fécond. Et donc, en effet, nous devons l'associer à nos réflexions, nous devons l'associer aux conclusions que nous tirerons du grand débat et surtout à la transformation démocratique du pays. Mais il n'est pas le seul à vouloir jouer ce rôle, ni à devoir jouer ce rôle. Alors, un mot sur les européennes qui arrivent dans moins de 4 mois maintenant. Où en êtes-vous à La République En Marche de la recherche de votre tête de liste? Est-ce que vous avez enfin trouvé la perle rare? Écoutez, elle n'est pas connue publiquement. Mais vous la connaissez? Vous la connaissez, non, je ne la connais pas, mais je pense qu'on s'en approche à vitesse grand V. Est-ce que c'est une femme? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes au poste à responsabilité. Gilles Legendre, est-ce qu'il faut une femme? Est-ce qu'il faut une femme? Cette question, le portrait robot ne passe certainement pas par la question du genre, mais en revanche, la pureté de l'engagement européen, sa sincérité, sera un critère déterminant. Et celui qui mènera la campagne, c'est Emmanuel Macron? Non, c'est clairement l'équipe de campagne au sein du mouvement qui est constituée, que vous connaissez. Il est évident que compte tenu de ce que représente l'Europe, dans la promesse que nous avons faite aux électeurs en 2017, constamment renouvelée par un certain nombre de discours clés qui ont montré que nous croyons qu'il n'y a pas d'avenir en France sans un avenir européen entièrement repensé, notamment qui protège beaucoup plus qu'il ne l'a fait les concitoyens européens. Évidemment, le président a une ligne, a un cap évident à montrer. Mais est-ce qu'il s'impliquera? Est-ce qu'il participera à un meeting comme l'avait fait Nicolas Sarkozy en 2009? On n'en est pas encore à l'organisation des meetings. Qu'en revanche, le président ait une parole forte sur l'Europe pendant cette campagne, cela semble non seulement évident, mais hautement souhaitable. Est-ce que vous redoutez que le président tombe ce jour-là, non pas sur son résultat aux européennes, mais sur le résultat des différents référendums à questions multiples, comme Renzi en Italie? Est-ce que c'est un risque que vous avez en tête? En aucun cas. Une inquiétude? En aucun cas. Non, en aucun cas quoi? En aucun cas, il ne tombera pas. Pourquoi voulez-vous qu'il tombe? Sur quoi? Sur les référendums. Mais non. D'abord, les référendums, encore une fois, vous les anticipez, ils n'ont pas été décidés. Mais ils n'auront peut-être pas lieu le même jour que le scrutin européen. Je ne sais pas que vous avez le chef de l'État. Non, mais vous revenez au début de notre émission. Oui, on essaye. Vous avez raison d'essayer, Michel Grossior. Il reste une minute. Comme je vous l'ai dit, cette décision est loin d'être prise. Elle sera prise le moment venu d'en faire un ou de ne pas en faire, et de le faire le 26 ou de ne pas le faire le 26 mai. Est-ce qu'en cas d'échec au référendum, vous considérez qu'il faut démissionner ou pas? Parce que ça ne va pas forcément de soi. Non, je ne crois en aucun cas, compte tenu des questions qui se profilent sur le référendum, qu'il puisse avoir un caractère plébiscitaire. En aucun cas. Surtout, en plus, si c'est des questions multiples. De Gaulle avait démissionné, Chirac n'avait pas démissionné. Mais non, il n'y a aucune raison. Bon, on attend votre tête de liste. Vous dites que ça arrive à vitesse grand V. Vous serez les derniers quand même sur la ligne d'arrivée. Et comme ça, nous serons encore plus regardés. Un commentaire sur M. François-Xavier Bellamy, le philosophe, présenté toujours comme un catholique conservateur, choisi par LR. Ça vous inspire une réflexion? Écoutez, j'ai vu que ses positions étaient tellement clivantes qu'il a fallu le flanquer de 2 autres colistiers qui fassent trio avec lui pour essayer d'atténuer l'impact qu'il avait dans sa propre famille. C'est comme ça que vous voyez la liste des Républicains? Le début de liste, c'est ça que j'ai vu. J'ai vu que la première réaction à la nomination de M. Bellamy était des réactions négatives au sein de sa propre famille. On va essayer d'éviter de faire cette bourde-là, nous. Et dans ce cas-là, vous nous louerez d'avoir attendu quelques semaines de plus. Très bien. N'attendez pas que nous soyons là pour louer votre action. Nous sommes là pour vous poser les questions, ce qu'on a fait depuis 1 heure. Avec beaucoup de Gilles Legendre, merci. Pugnacité. Merci infiniment. Merci à vous. L'exercice concernera la semaine prochaine le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qui sera notre invité, l'invité d'audition publique. Merci. Très bon ministre de l'Agriculture. On lui dira de votre part. Merci, mesdames. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. À la semaine prochaine, donc.